Je décroche et me dit « Allô, ici c'est le chef de cuisine de la cour Grand-Ducale. Monsieur Mayer, demain matin, vous devez venir à 10h à la cour. Je dois vous voir, on doit parler. » Qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai capital de nos entreprises artisanales. C'est le personnel. Tu as tout donné pour lui, tu t'es défendu. Et à la fin, c'est quand même pas réussi et tu dois quand même te séparer ou il te quitte. C'est une vraie déception personnelle. Il y aura malheureusement des métiers qui vont se perdre, je pense. On aura un changement dans les structures de l'artisanat. Il y a des hauts et des bas, il faut se battre tous les jours. Rien n'est facile de la vie, mais si tu as vraiment l'envie de le faire, il faut le faire. Et je pense qu'il est important aussi, c'est... Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de Yellow. Donc pour la première, on a un invité de marque, quelqu'un de très connu dans le paysage médiatique luxembourgeois, un entrepreneur de renom. Luc Meyer, 46 ans, administrateur délégué des salaisons boucheries Meyer depuis 2007 et président de la Fédération des artisans depuis 2022 où tu as succédé à Ernest Pirch et tu es membre de la Chambre des métiers depuis 2012. J'ai bien fait mon école. Exact, salut David. Voilà, salut Luc. Donc merci d'être avec nous pour ce tout premier podcast de Yellow. Une première, donc vite fait, donc on a fait nos devoirs, on a un petit historique sur toi. Donc, tu passes ton enfance au sein de la boucherie familiale où tes prédécesseurs t'ont transmis l'amour pour les produits de qualité et la passion pour le métier de boucher-charcutier. Tu es détenteur d'un diplôme universitaire en technologie de gestion d'entreprise et un brevet maîtrise boucher-charcutier, rien que ça. Et en 2002, tu rejoins l'entreprise familiale où tu assumes depuis le 1er juillet la fonction de gérant technique. Exact. Exact, nickel, voilà. Donc l'idée c'est d'échanger sur ton parcours entrepreneurial et puis un peu parler de ta vie, des succès, des galères qu'on rencontre tous en tant qu'entrepreneur, voilà. Tu peux peut-être nous dire qui tu es en quelques mots? Oui, merci d'être là, avec grand plaisir que je suis venu. Je suis épaté de pouvoir être le premier invité sur votre podcast ici de Yellow. Donc je pense que je suis quelqu'un au Luxembourg qui est connu sous le nom de Hammermeier, Monsieur Jambon, si tu veux. C'est un peu les gens comme ça qui me voient. Je porte les couleurs de l'artisanat, je porte les couleurs des métiers de la bouche, c'est ma grande passion. J'aime faire ce que je fais depuis le premier jour, il faut se battre tous les jours. C'est un peu ça, Luc Meyer, que je me présente. Je ne suis pas quelqu'un qui me met en avant avec mes titres ou mes diplômes. Il faut être la personne qu'on est, c'est ça qui est important et c'est ça qui passe bien chez le client et chez le personnel aussi, je pense. Ok. Tu as une formation en gestion d'entreprise, donc j'imagine que dès ton plus jeune âge, tu savais que tu allais reprendre l'entreprise familiale? C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Quand j'étais petit, je voyais mes parents qui travaillaient du matin au soir et je me suis dit, jamais de la vie tu vas faire ça parce que c'est une vie, tu n'as pas beaucoup de temps libre, tu ne peux pas t'occuper de tes patients peut-être. Donc je n'étais pas du tout dans cette optique et je suis parti en gestion d'entreprise parce que j'avais quand même toujours depuis le début un peu dans le sang d'avoir un esprit de leader si tu veux. Et quand j'avais mon diplôme en poche, c'est là que ça devenait compliqué, parce que je me suis dit, maintenant, tu as un beau bagage, tu as tous les bons éléments, l'apprentissage qu'il faut aller pour faire une entreprise et tout. Et je me suis senti responsable de suivre ce que mes prédécesseurs avaient entamé, alors qu'au début, je n'avais pas cette optique d'aller dans la boucherie ou dans le métier que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père faisaient, parce que on voyait, dans l'époque, c'était beaucoup plus dur, c'était plus physique aussi, qu'aujourd'hui. Tout ça a changé et évolué depuis. Et puis à la fin, j'ai eu le ressenti d'avoir un devoir à accomplir pour ma famille. Je ne me rends pas compte, moi, parce que quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur en 2008, mais je n'ai pas de l'histoire d'une famille derrière. Ça doit être... tu es en train de me faire penser à mes enfants et me dire, peut-être que je leur mets une charge sur les épaules. Ça doit être... Porter l'histoire d'une famille, c'est quand même dur.
On peut le voir d'une manière et d'une autre. En tant qu'enfant, c'était quand même bien. À la maison, il y avait toujours... ça bougeait tout le temps. Il y avait des clients, il y avait le personnel qui mangeait avec nous à table. Il y avait le laitier, le facteur. Il y avait toujours la vie chez nous. Ça commençait à 5 heures du matin et ça durait jusqu'à 20 heures du soir. Il y avait du monde. C'était presque comme dans un café. Ça rentrait, ça sortait. Donc ça a quand même un côté... convivial et qui est gai, quoi, où ce qu'on se replaît en tant qu'enfant, parce qu'il y a toujours quelqu'un à s'occuper de toi, t'es jamais seul, quoi. Il y avait ma grand-père aussi qui était aussi au ménage, donc tout ça c'était quand même très bien. Après, effectivement, on voit que le travail y était, j'ai pas vu comme une charge, c'était plus la durée des longueurs des journées, c'était compliqué que de voir tes parents, parce que en tant qu'enfant, tu vois pas beaucoup tes parents. Ils s'occupent du travail, les temps étaient durs, comme toujours, il y a des hauts et des bas, il faut se battre tous les jours. C'est ça qui faisait un peu... Je ne le voyais pas avoir un poids sur les épaules de devoir le faire, non. Ouais, il y en a qui le conçoivent peut-être comme ça. Non, je pense à ça en écoutant ton histoire, grand-père, arrière-grand-père et tout cet historique. Il fallait donner un coup de main à gauche, à droite. Plus que tu grandis, plus que tu prends des responsabilités, tu es capable de faire quelque chose. Tu as commencé à travailler tôt alors? À partir de 5-6 ans, il faut remuer dans une casserole, il faut donner un coup de main à mon grand-père quand il allait livrer les clients. Faire la planche, couper les oignons, donc des petites tâches, mais qui facilitaient la vie au personnel, parce qu'il y avait un qui était absent, il était malade, il était au congé, ou on avait une surcharge de travail saisonnier. Je pense que toutes les entreprises familiales, le moment que c'est le coup de feu, ou les vacances scolaires, les enfants sont un peu amenés à aider la société familiale. Le travail, ça fait partie de ta vie, quoi. Oui. Ouais. Tu peux nous raconter une ou deux anecdotes mémorables de ton parcours entrepreneurial depuis que tu as commencé? Oui, bon, il y en a certainement quelques, mais une des plus marquantes, c'était pendant la période Covid. Un lundi matin, je reçois un téléphone. J'étais en pleine bourre de travail. C'était le Covid, il fallait gérer à gauche, à droite. Et... je décroche et il me dit « Allô, ici c'est le chef de cuisine de la cour Grand-Ducal. Monsieur Mayer, demain matin, vous devez venir à 10h à la cour. Je dois vous voir, on doit parler. » Et moi, bon, je n'avais pas du tout ça dans ma tête. Moi, je croyais que c'était un poste sur Darville d'un copain. J'ai dit « Mon cher monsieur, j'ai pas le temps pour m'occuper de vos blagues. » Et je lui ai raccroché au nez, pour ainsi dire. Et voilà, l'après-midi, je vois sur mon téléphone, encore une fois, un numéro de l'État. Et je décroche et je me dis, « Monsieur Mayer, vous ne raccrochez pas tout de suite. C'est vraiment, c'est l'administration de la Cour Grand-Ducal. Vous devez venir, s'il vous plaît, demain. » Et là, je me suis rendu compte, flûte, c'est vraiment, ça m'a fait une boulette. Oh là là. Le lendemain, bien entendu, je suis allé au rendez-vous. Qui s'est bien passé, mais au début, je dois avouer que j'avais une certaine honte de la manière que j'avais raccroché au nez du chef de cuisine du Grand-Duc. Bon, depuis, quand même une amitié et une collaboration saine qui s'est installée et qui est fructueuse de part et d'autre. Quelle histoire, oui. Ouais, quelle histoire, oui. Le début était quand même un peu mémorable. Salut les entrepreneurs. Petite parenthèse rapide. Avec Yellow Digital Media Group, on a déjà aidé des centaines d'entrepreneurs, TPE, PME, artisans et commerçants luxembourgeois à développer leur business et à faire exploser leur chiffre d'affaires. Alors si vous aussi vous avez envie de faire parler de votre activité, ne manquez surtout pas cette occasion et cliquez sur le premier lien en description pour en savoir plus. Maintenant, retour au podcast. Bonne écoute. Bon, pour toi, le Covid, ça a été un sacré changement parce qu'on s'est connus, nous, dans la période Covid, justement. Parce que nous, c'est une époque, donc on se connaissait un peu, on faisait un peu de collaboration, mais c'était pas non plus très développé. Donc ça, c'était avec ma société de marketing, Nosphère. Pendant le Covid, nous, on a une diminution de l'activité. Et je t'ai proposé de revoir totalement ton branding. Et c'était en période Covid. Donc tu as fait un gros changement et un rebranding complet. Et tu es devenu fournisseur de la cour. Oui, exact, c'est ça. Donc le Covid, effectivement, c'était une période... compliqué pour tout le monde parce que le monde s'arrêtait du jour au lendemain et il y avait
plus que le B2B qui existait, donc les clients privés, parce que tout ce qui était événementiel, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, la vie sociale, tout s'est arrêté. Donc c'était les clients privés qui faisaient la queue devant le magasin, qui attendaient des demi-heures et des heures pour être servis. C'était du jour au lendemain, c'est comme on avait poussé un levier et tout avait changé. Donc, et des moments comme ça, je pense que chaque entrepreneur, tu commences à réfléchir, qu'est-ce que ça va devenir, où est-ce qu'on va aller, parce que on se retrouvait dans une bulle, si tu veux. Je crois même à Hollywood, les meilleurs films science-fiction, ils n'avaient pas inventé un scénario pareil. Et voilà qu'on se retrouve dans tel scénario. Et là, il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser. Bon, en tant qu'artisan, on a toujours cette bonne, ce bon atout, c'était on retresse les manches et on commence à se battre. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a essayé pendant cette période, on peut se démarquer parce que c'est dans les périodes compliquées qu'il faut travailler le marketing, qu'il faut montrer qu'il est là, qu'il faut montrer de la présence. Et pour moi, le moment me semblait très opportun parce qu'il y avait, par rapport à l'avant-Covid, une énorme demande pour des produits locaux, des produits régionaux, parce qu'on s'est rendu compte que toutes les chaînes d'approvisionnement internationales ont été coupées du jour au lendemain. Donc, les gens se sont rendus compte, oui, à la maison, la cuisine, c'est pas juste un objet de décoration, mais on peut s'en servir. Ah oui, il y a un boucher dans mon quartier, il y a un boulanger pas trop loin, et je peux aller chez le paysan acheter mes œufs et acheter des légumes. À côté de tous ces effets négatifs, ces côtés-là ou ces éléments-là m'ont été quand même très fructueux et très porteurs pour le métier de la bouche. C'est justement, tu parlais du côté international ou enfin les industries, les grosses industries. Je me souviens quand on avait discuté, l'idée c'était d'aller batailler contre les grosses industries pour amener la marque Meyer à venir batailler dans les rayons des supermarchés pour dire aux gens on a une marque locale qui est capable de vous fournir un produit de bien meilleure qualité que les produits industriels et c'est pas assez connu. On avait travaillé sur ce branding. Est-ce que depuis l'entreprise s'est améliorée au niveau des ventes, ça a augmenté parce que l'idée c'était on va pas citer de nom, mais ce que tu disais que c'était de la merde, enfin je me souviens très bien, tu prenais cette expression-là. La malbouffe industrielle. C'est ça, mais tu avais dit de la merde à l'époque, mais on va dire ça. Et Meyer, c'est vrai que, je sais pas, moi j'achète un filet de poulet chez Meyer, on sent la chair de la viande, ce qu'on ne sent pas dans d'autres marques. Donc qu'est-ce qui fait que... Comment est-ce que ta marque a pu se déployer davantage sur le pays après le Covid ? Je pense que déjà au Covid, on a su montrer qu'on était là, qu'on était présent, et on avait ce côté local, régional que les autres n'avaient pas, donc ce qui était quand même une très grande valeur. Au-delà, la marque Meyer, aujourd'hui, elle est beaucoup plus visuelle dans les rayons, parce que le visuel, on l'a retravaillé au niveau logo, au niveau facing des barquettes. Les produits sont beaucoup mieux perçus dans les rayons et on a eu l'initiative de choisir un slogan qui était quand même très osé. C'est Meyer quand c'est bon. Au début, je me suis dit, oh là là, tu te mets de la pression à toi-même et à tout le personnel avec ce slogan. Mais le slogan, il est très très bien passé chez les consommateurs. C'était osé, mais aujourd'hui, c'est Meyer, c'est bon. C'est un jeu de mots que j'entends toutes les semaines de mes clients, des amis, des connaissances. Donc, c'était percutant. C'est dans la bouche aujourd'hui des consommateurs, du peuple. Donc, c'était un bon choix. Et aujourd'hui, donc, on résiste malgré les crises parce que on se rend compte aujourd'hui que la crise de Covid était peut-être quand même la moins pire des crises qu'on traverse les derniers 5 ans. Parce que depuis, on a connu la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée, les prix des énergies qui ont explosé, les matières premières qui explosent suite à ces augmentations, donc tous les coûts... 3 index. 3 index, 2 index l'année d'avant, donc c'est ça aujourd'hui le défi.
Et aujourd'hui, on arrive à résister. Je pense qu'on est content de maintenir ce qu'on a, parce qu'il y a beaucoup, on voit quand même dehors, c'est pas les meilleurs temps qui courent, parce que le budget des consommateurs est affaibli, et le pouvoir d'achat n'est plus le même qu'il a été il y a 4-5 ans en arrière. Mais le rebranding et tout ce qu'on a fait porte ses fruits à long terme, je le vois comme ça. Oui, ça c'est sûr. Mais plutôt la qualité que la quantité. Donc il faut se rééduquer aussi, apprendre à consommer différemment. Exactement. J'ai une anecdote pour toi. Je ne sais pas si tu sais comment on a trouvé ce slogan « C'est meilleur quand c'est bon ». Ça tu m'as jamais raconté. On a fait des tests à l'aveugle de produits. Et on est tombé sur tes produits. À chaque fois, les produits étaient bons. C'était un test à l'aveugle. J'étais le seul qui savait lequel était où. Et donc le test à l'aveugle, en fait, quand les gens ont goûté, ça c'est bon. C'est meilleur. Et donc c'est meilleur quand c'est bon. Ah c'est intéressant de le connaître. Bon, tu sais très bien qu'on a déjà été attaqué sur ce slogan. On a résisté. On a gagné, parce qu'on a fait un dépôt de marque, un dépôt de slogan, etc. Oui, c'est une anecdote que j'avais oubliée. Ça. C'était stressant parce que si on avait dû enlever tout ce slogan de tous les packaging... ça aurait été contraignant. Mais bon, c'était en Europe, mais c'était pas sur le marché luxembourgeois, donc ça pouvait pas nous atteindre. L'entreprise de l'artisanat, toi tu es patron président de la Fédération des artisans. Comment on fait dans une entreprise comme la tienne pour rester toujours dans l'innovation? Parce que j'imagine que c'est compliqué, et puis si tu veux être innovant dans ton métier, ça doit être des coûts énormes. Donc la grande problématique, je pense, de tous les artisans, qu'ils restent trop enfermés dans leur atelier de production, dans leur bureau. Il faut sortir, il faut les voir ailleurs, il faut les voir qu'est-ce que le marché il fait. Parce qu'aujourd'hui, le marché évolue tellement vite et la demande des consommateurs change perpétuellement. Donc, tu dois avoir le sentiment et trouver le sentiment comment le monde il change, comment la demande elle évolue, et tu dois t'adapter perpétuellement. C'est ça qui est très important. Et si tu restes dans ton atelier, au sein de tes 4 murs, tu t'en rends pas compte. Et je pense que ça, c'était, pour beaucoup d'artisans dans le passé, c'était un défi qu'ils n'ont pas challengé et qui, à la fin, il y a eu un arrêt à leur carrière d'artisans parce qu'ils ont oublié d'être innovants. Donc, être innovant, c'est un truc qui est très, très important. Je te parle, par exemple, réduire le taux de sel de nos produits, baisser le taux de nitrite, produire de manière plus écologique, travailler avec des produits locaux, réduire le bilan CO2. Donc, c'est des demandes des consommateurs qui évoluent, et demain il y aura d'autres. Donc, et tu peux seulement le savoir et avoir le sentiment quand tu sors en dehors de tes murs. Ouais. La technologie, ça joue un grand rôle dans l'artisanat, j'imagine, aujourd'hui? La technologie, la digitalisation et l'intelligence artificielle, certainement, va avoir des positions plus dominantes et plus importantes dans les années à venir qu'ils l'ont eu dans le passé, que ce soit par exemple dans la planification de chantier, dans la planification de livraison. L'intelligence artificielle peut nous subvenir où ce qu'on a un manque de personnel, par exemple, pour optimiser ou réduire les tournées de livraison, pour accélérer de la prise de commande, bon de livraison, facturation, envoi digital par courrier. Il y a beaucoup d'éléments où l'innovation et la technologie peut nous aider. Je t'ai parlé tout au début de notre interview que mon grand-père, ils n'avaient pas des moyens de transport des viandes comme on a aujourd'hui. Les viandes aujourd'hui, les carcasses sont sur rail, donc il ne faut plus que les pousser. On a des petites grues pour lever les poids, les matériaux, les produits sont dans des bacs avec des roulettes. Donc tout ça a changé. Dans le temps, on portait tout à la main. Donc l'ergonomie, aujourd'hui, par rapport à l'ergonomie, il y a 50 ans, ça n'a plus rien à voir. Et dans 20 ans, ça sera certainement encore mieux. Peut-être parce qu'on trouve des chariots
qui roule plus facilement. Qu'est-ce que j'en sais? Donc, et l'intelligence artificielle aidera certainement l'artisanat dans le futur. J'en suis profondément convaincu parce que je vois moi déjà, je m'en sers. Si c'est pour réduire des courriers, pour réduire des emails. L'automatisation, ce genre de choses. Voilà. Il y a combien de personnes qui travaillent pour toi dans le groupe C'est déjà une belle entreprise. Alors, si je le dis en belge, c'est 70. Si je le dis en français, c'est 70. Et en luxembourgeois 70, voilà. Donc, on est aux alentours de 70 à 75 personnes. Un peu en fonction des saisons et des congés. Ok, et tu occupes tout le marché luxembourgeois et limitrophe, tu es en dehors des frontières aussi Oui, on commence de plus en plus à aller un peu plus loin en grande région parce que malheureusement, il y a beaucoup de luxembourgeois qui quittent le pays pour des raisons du prix de l'immobilier, mais ils aiment bien retrouver leurs produits là où ils habitent aujourd'hui au-delà des frontières. C'est quoi, par rapport à tout ce personnel, ton leadership, ta façon de gérer tes gens, c'est quoi ta particularité? Moi, j'ai beaucoup changé, je dois admettre. Au début, l'expérience. J'étais plus jeune, j'étais très impulsif et les coups de gueule étaient... aujourd'hui, ça sert à rien parce que ça sert à rien de hurler ou de gueuler parce que et le problème n'est pas résolu et l'ambiance est, elle est encore plus négative et le personnel n'accepte plus non plus. Donc aujourd'hui, tu dois être à côté de toi personnel, tu dois le valoriser son travail, tu dois l'épauler, il faut expliquer. Donc le personnel, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai capital de nos sociétés, de nos entreprises artisanales. C'est le personnel. On a besoin de ce personnel pour faire fonctionner l'entreprise et eux, ils ont besoin du patron de l'entreprise pour avoir leurs besoins financiers et l'équilibre avec la famille, etc. Donc aujourd'hui, ça doit être une symbiose entre le personnel et le patron et le personnel. C'est compliqué de garder l'équilibre. Hein. Enfin, je vois pour moi, à mon niveau, j'ai aussi eu des périodes où, en fait, moi, j'étais profondément gentil et je tolérais pas mal de choses. Et puis, à un moment donné, je m'énervais, comme tu as tendance à le dire. Et puis, j'ai changé ma façon de faire et je suis devenu beaucoup, beaucoup plus gentil et trop. Donc, du coup, je me suis aussi fait manger. Donc, c'est un équilibre à garder. Et moi, je crois que c'est la qualité des gens qui t'entourent. On en parlait tout à l'heure en off avant de commencer le podcast. Tu disais l'importance d'être bien entouré. Et ça va partout. C'est l'entourage, les amis, la famille, mais c'est aussi dans le personnel. Si tu as des gens qui sont motivés, motivants. Moi, j'ai un critère, je demande aux gens d'avoir l'attitude et l'aptitude. D'avoir les deux, tu vois, qu'ils sachent faire leur métier, et qu'ils aient la bonne attitude face au travail, pour garder une symbiose, et comme tu disais, c'est un bon mot, symbiose, un équilibre et un respect mutuel qui va dans les deux sens. Oui, c'est compliqué, si tu es trop gentil, après il y a des déceptions qui vont s'installer, tu auras des cas où tu es déçu parce que tu as misé sur quelqu'un, tu as tout donné pour lui, tu t'es défendu. Et à la fin, c'est quand même pas réussi et tu dois quand même te séparer ou il te quitte pour une raison ou une autre. Et là, c'est souvent pour le patron, c'est une vraie déception personnelle parce que tu as investi du temps, de l'espoir dans cette personne et même de l'argent certainement. Effectivement, tu dois trouver le juste équilibre. C'est dur. Hein. C'est compliqué, mais... Il faut quand même qu'on admette aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à la gestion du personnel qu'il y a 10 ans en arrière. Ouais. Il y a beaucoup de... C'est fatigant, hein, à force. C'est fatigant et usant. En fait, si tu as des gens, tu les formes, tu les aides, tu les accompagnes, et à un moment donné, ils te quittent pour aussi des raisons de carrière personnelle. C'est pas toujours lié à une mésentente ou quoi que ce soit. Mais t'as pas l'impression, des fois, de toujours devoir recommencer le travail? Oui, c'est plus souvent. Bon, j'ai la grande chance, donc, au début de ma carrière, ou quand j'ai commencé, j'ai installé une accréditation IFS, donc c'est International Food Standard. C'est un peu comme une BRC ou ISO. Et donc, à l'intérieur de la société, on a commencé à créer des services et des identités autonomes, si tu veux. Et là, parfois, j'ai mis
un responsable et un sous-responsable. Et là, les gens commençaient à avoir un qui était responsable, et c'était une valorisation pour ce qu'il faisait. Et celui qui était sous-chef ou sous-responsable, il avait une aspiration pour devenir responsable une fois que l'autre ou il quitte ou il part en retraite. Et de donner de la valeur à ton personnel en donnant des titres d'être responsable de la logistique, le responsable de charcuterie, le responsable administratif, ça les met en valeur. Et j'ai trouvé qu'ils sont plus attachés à la société parce qu'il y avait une structure claire, c'était bien défini, chacun sait, on a les flux de travail, tout a été documenté, c'est accessible à tout le monde. Et ça a ramené beaucoup de choses pour le personnel, effectivement, de la gestion du personnel, parce qu'il y avait des post description, chacun sait qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il peut commencer, ses limites qu'il a dans sa fonction, tout ça c'est bien fixer important le cadre, aussi. Ouais. Oui. Et leur laisser l'autonomie dans le cadre dans lequel ils Et il faut leur laisser faire confiance. Oui, bien sûr. Il faut faire confiance, contrôler bien entendu derrière, et quand ça ne va pas, il faut chercher le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, je constate que malgré qu'on est dans la digitalisation, tout le monde a des smartphones, 1 ou 2 ordinateurs à la maison, mais les gens ne se parlent plus humainement. Et ça, de se parler à table autour d'une tasse de café ou d'un bon sandwich à jambon, bien entendu, c'est important de s'échanger. Et là, on peut trouver toujours des arrangements, des solutions pour combattre les problèmes existants. Toujours garder la communication. La communication est importante, de dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, et c'est quoi la vision. Oui, c'est important de partager la vision. Voilà. J'ai écouté un podcast récemment, et on disait, tu vois, tu prends un maçon, si le maçon, il fait que porter des blocs et poser des blocs et qu'il ne sait pas à quoi il sert, il fait ça toute sa vie, il n'a aucun objectif, il ne voit pas, c'est usant, c'est fatigant. Et tu peux avoir un maçon qui, par exemple, la Sagrada Familia à Barcelone, t'imagines les maçons qui ont travaillé sur ce genre de projet, en fait, ils ne posent pas des blocs, ils construisent une cathédrale qui va rester là pour toujours. Tu vois, la vision de la mission, tout autre, pourtant c'est le même job, mais quand tu as la vision, tu as une autre motivation, tu sais à quoi tu sers, et donc tu es aussi valorisé parce que tu contribues à cette vision et à cette mission. Par exemple, tu parlais du bien manger, tout à l'heure la nourriture de qualité, j'imagine que les employés chez Meyer sont motivés parce qu'ils savent qu'ils contribuent à bien nourrir la population. Ils doivent combattre la malbouffe, ce que tu disais. Oui, je pense que, personnellement, pour mon personnel, on ne peut pas avoir un meilleur compliment qu'un client qui revient à la boucherie, qui dit « Oh, le rôti que vous m'avez servi, c'était splendide, on a mangé, toute la famille était enchantée, on a passé une belle fête. Et on a contribué d'une manière indirecte à une belle journée à nos clients. Mieux que ça n'existe pas, que si le consommateur te revient, le client te revient et dit « Ah, c'était bien, on a passé une belle journée. » Et ça, il faut le ramener aussi au personnel derrière. Donc, les clients qui nous font des emails, qui nous félicitent, je les affiche, je les donne aux géants. C'est toi qui as préparé, voilà, ça c'est ton mérite. Bravo. Ça c'est la mise en valeur qui est important. Laisser les honneurs à qui ils reviennent. Oui, tout à fait. On parle un peu de la balance vie professionnelle, vie privée, parce que moi, en tant que multi-entrepreneur, c'est le challenge, et j'imagine que toi aussi, tu as ces challenges-là. C'est pas simple à gérer. Non, c'est pas simple à gérer, ça c'est évident. Mais bon, c'est simple. Du moment que tu le fais avec passion, envie, que tu as envie de transmettre ce que tu fais, de partager de ce que tu fais et de faire évoluer les choses. Je dois avouer, les heures passent, je me lève le lundi, je me retrouve vendredi ou samedi, la semaine est passée, je me dis, mais où est-ce qu'il a été ce temps Ça c'est gai parce que tu travailles et tu te rends même pas compte de toutes les heures que tu prestes. Et du moment que c'est comme ça, je pense que tu fais, tu l'aimes, sinon tu le ferais pas. Après, l'équilibre professionnel et vie privée, il faut se donner des lignes de conduite, je dirais. Donc, une fois par semaine, je vais par exemple manger avec ma femme au restaurant le soir. Le week-end, ou le samedi, ou le dimanche, j'ai une petite fille, je m'occupe d'elle.
Donc ça, c'est des trucs que tu dois tenir. Et il n'y a plus d'excuses pour dire de mettre la vie de côté parce que là, c'est pas bien. Et alors, il y a des reproches qui s'installent dans le couple avec les enfants. Parfois, il faut expliquer aux enfants, aujourd'hui, je ne peux pas être là parce que j'ai un grand traiteur ou on a une grande manifestation ou une grande commande à préparer. Et je propose toujours, tu peux venir avec. Il faut être transparent, il faut communiquer autant à la maison comme on le fait avec le personnel, pourquoi et du comment. Et après, il faut aussi se prendre des périodes off, 2-3 jours. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des vacances, je ne suis pas du tout aux vacances, mais parfois 2-3 jours avec des copains ou des amis, que ce soit des balades en vélo en forêt, par exemple, ou d'aller visiter une ville, ou aller 2 jours à la mer chez nos amis belges. Voilà, il faut ces moments-là aussi, 3-4 fois de l'année. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de 2 fois 15 jours de vacances. Non, déjà, je ne peux pas me le permettre parce que je serais plus malade d'être en vacances que de ne pas être au travail. Je suis comme ça. Mais il faut trouver un équilibre, et il faut se donner des guidelines et les respecter. Je pense que ça, c'est important. Ouais. Moi, j'arrivais pas à gérer mon temps dans le passé. Justement, je n'avais pas toujours les bons collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des équipes incroyables. Mais à l'époque, je travaillais énormément. Et donc, j'étais sur ce que j'appelais des tâches à 10, 100, 1000 et 10 000 euros de l'heure. Et j'étais toujours occupé sur des tâches à 10 euros de l'heure. Donc, je travaillais comme un fou. On gagnait rien ou pas beaucoup. Donc, j'ai commencé à trier les missions. Donc, parce qu'on parle de cadre pour les employés. Mais en fait, je me suis mis un cadre pour moi. Dans quel cadre je dois travailler. Et donc, j'ai amélioré la qualité de ce que je fais. Je sais précisément dans quel cadre je dois travailler. Donc, de temps en temps, je fais des tâches à 10 euros parce qu'il faut que ce soit fait. Mais ça doit rester de l'exceptionnel. Et donc, du coup, j'essaye de gérer mon temps sans perdre du temps. Tu vois, j'avais un peu ce côté workaholic, on dit ça. Comment toi tu gères? Est-ce que ce que tu vois quand tu perds du temps? Est-ce que tu as des fois des agacements où tu t'auto-agaces de perdre ton temps sur des choses que tu pourrais déléguer? Oui, bon, en fait, ce qui est compliqué dans mon métier, le métier de la bouche, nous, on doit toujours fournir just in time. Ouais. Donc, je ne peux pas reporter le délai, je reporte à demain ou après. Non. Le client aujourd'hui, le restaurateur que je fournis ou le traiteur que je fournis, c'est aujourd'hui ou c'est demain, parce que les clients, les invités invitent. Donc, on a ça, j'ai en plus la contrainte de temps. Donc, si tu as des membres du personnel qui ne sont pas là pour X ou Y raison, valable, tu dois aller toi-même au feu pour que ton client soit servi en temps et en heure, comme tu l'as promis, X semaines ou X mois ou X jours en avance. Donc ça, c'est encore un peu plus, je pense, chez moi que chez toi. Les délais sont beaucoup plus contraignants. Ça dépend. Hein. Si Melière lance une campagne de communication et que ça doit démarrer demain, parce que voilà, tu dois le faire. Les deadlines, il y a ça chez nous aussi. Donc, Et c'est effectivement compliqué entre de faire, comme tu dis, les travaux à 10 euros de l'heure et ceux à 1000 euros de l'heure. Ouais. Mais d'un autre côté, quand tu fais des petites tâches et que le personnel voit que tu sais le faire, tu prends énormément de respect de ton personnel. Parce que c'est pas juste quelqu'un, tu n'es pas le chef qui instruit. Non, tu peux dire, écoutez, je vous montre comment qu'il faut faire. Et là, tu as quand même beaucoup de respect de ton personnel. Et à l'époque, j'avais fait mon brevet de maîtrise de boucher parce que je voulais être indépendant, autonome à ce niveau aussi, de pouvoir montrer au personnel comment qu'il faut le faire, comment qu'il faut faire les préparations ou une cuisson, etc., pour être autonome. Mais c'est vrai que c'est contraignant. Parfois, tu te dis, aujourd'hui, tu as travaillé comme un malade et le net bas de page n'est pas peut-être des meilleurs. Mais ça fait partie des artisans. On a quand même... L'artisanat, c'est quoi? C'est aussi des valeurs humaines. Ouais. C'est ça qui est important, les valeurs humaines, que ce soit personnel, du client, de nos clients, de notre personnel, c'est ça qui est important. C'est des valeurs qui sont aussi inestimables et impayables avec de l'argent. D'un autre côté, oui, le côté financier est important dans une société, mais dans l'artisanat, je ne pense pas que le côté financier est vraiment l'absolu, la priorité absolue.
Mais je crois que quand on est passionné par quelque chose, on n'est pas drivé par l'argent. Voilà. L'argent, c'est une nécessité pour faire vivre l'entreprise et payer les charges et les salaires. Mais en tout cas, je sais que c'est pas ton. Mais tu as raison c'est pas ton moteur. sur ce que tu as dit. Parfois, en tant qu'entrepreneur, on doit accepter d'aller voir des spécialistes, des coachs qui nous apprennent ou améliorent comment nous organiser, comment voir les choses. C'est important aujourd'hui. La formation continue pour le personnel est important, mais aussi pour nous les entrepreneurs. Et bon, j'ai une très grande chance parce que je côtoie beaucoup de gens qui sont aussi plus âgés que moi et qui ont des expériences de la vie au-delà de la mienne, ou ce qu'en m'échangeant avec ces personnes, c'est un coaching indirect, mais j'apprends beaucoup de choses, comment que je dois évoluer, comment je dois réfléchir, prendre de la maturité aussi. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, parfois, des trucs, il y a 10 ans en arrière, non, c'est carrément impossible, jamais je ferai ça. Et 10 ans après, tu as pris de la maturité, de par ton expérience personnelle et du vécu professionnel, et tu te dis, oui, pourquoi pas aujourd'hui, il est temps de le faire. Les gens d'expérience, ils ont beaucoup de choses à transmettre. Tu parlais justement de la transmission tout à l'heure. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait tu sais, dans le temps, on avait des assiettes en étain. Tu vois, et il y avait dans la cuisine chez mes parents, il y avait une phrase qui disait « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Et cette phrase-là, elle ne m'a jamais parlé quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, adulte et multi-entrepreneur, je me dis... il y a des gens qui ont 65, voire plus, 65 ans, qui ont tellement de choses à transmettre et qui aujourd'hui sont mis de côté sur le marché de l'emploi. Et tu as des jeunes qui ne savent pas encore comment faire. Et avec maintenant les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ils ont encore plus l'impression de savoir. Mettre un peu de chat GPT, tu as l'impression que tu sais tout, mais pas du tout. Justement, la transition, elle peut être bien maintenant avec ton rôle à la Fédération des artisans. C'est quoi tes responsabilités, ton rôle, ton but, ton objectif? Pourquoi tu t'es retrouvé président? C'est quoi l'idée derrière? Alors, je me suis retrouvé président. C'était pas une demande personnelle. On est venu me chercher. C'était aussi une histoire un peu... incroyable. Donc j'étais un vendredi après-midi en voiture, j'étais en déplacement à l'étranger, professionnel, je revenais en voiture. T'as raccroché? C'était presque ça. Il y a le secrétaire général de la Fédération des artisans qui m'appelle, il me dit Luc, ça va et tout. Et la conversation, comme il l'a abordée, je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Il me dit oui, on a décidé, tu seras le prochain président de la Fédération des artisans. Je dis, oui, Romain, je vois, c'est vendredi après-midi, le restaurant, il était bon. Certainement, les boissons, ils n'étaient pas des moindres non plus. C'est très bien. J'ai dit, mais moi, j'ai pas du tout ça en tête, écoute. Puis, on échange. Et je dis, écoute, il me faut quelques jours de réflexion. Moi, comme ça, me prendre dans la voiture, j'ai pas la tête à ça. On termine la communication, j'ai pas raccroché cette fois-ci. J'ai fait 300 km dans la voiture. Ma femme était à côté de moi. Pas un mot pendant 300 mètres. Et le premier mot qu'elle me sort, elle me dit « Si tu ne le fais pas maintenant, c'est quand est-ce que tu voudras le faire ?» Donc j'avais déjà 50% gagné, si tu veux. Si ta femme t'appuie à le faire, après j'ai réfléchi, on s'est échangé. Nous deux dans le couple, et puis j'ai parlé avec des amis, des connaissances, et qu'est-ce que vous en pensez? Et je me suis dit, ben, tu vas le tenter, parce que beaucoup de gens m'ont dit, tu dis tout haut que les autres pensent tout bas. C'est pour ça que tu es voué à ce challenge, et j'ai accepté de le faire. Pourquoi je le fais? Parce que mes responsabilités aujourd'hui, c'est de défendre les intérêts des artisans. Auprès de la politique notamment, pour nous faire entendre dehors ce qu'on a réellement besoin. Parce que souvent, le gouvernement avant, sans que je veux le discréditer ici, j'avais le sentiment, entre la vie réelle sur le terrain et comment eux la voyaient, il y avait quand même une grosse distorsion qui n'avait pas lieu d'avoir, parce que
ils ne connaissaient pas vraiment l'artisanat. Ils ne sont pas artisans, donc... Voilà, ils ne sont pas artisans. Et il faut l'expliquer aux gens avec un langage simple qui est peut-être direct, mais qui est simple de manière à ce qu'ils acceptent. Et il faut les prendre par la main et dire ben, venez voir comment on fait. Viens chez moi, je te montre. Et après, on pourra discuter. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette mission, parce que je le vois comme une mission, c'est de faire entendre les artisans à leur juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, tous les métiers des artisans sont, d'une certaine manière, ne pas reconnus à la valeur qu'ils méritent. Et ça, c'est très dommage, parce que c'est... Peu importe le métier d'artisan, c'est tous des métiers patients, et on crée de la valeur ajoutée, on crée des produits, on fait du plaisir aux personnes, que ce soit que tu as une belle salle de bain à la maison, que tu as une belle cuisine, ou le vestimentaire, les lunettes, tout. L'artisanat est omniprésent partout. Tu ne trouves pas qu'il est sous-valorisé au niveau de l'enseignement ? Certainement, parce que je pense que les gens qui orientent les jeunes, qui font l'orientation des jeunes à quelle carrière professionnelle, n'est fait que par des académiciens qui n'ont jamais vu le monde de l'artisan. Et il est vrai que dans le temps, le monde de l'artisanat, c'était très dur et à gagner rien. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement beau. Et on peut faire aussi des belles carrières dans ce métier et gagner bien sa vie. C'est un truc que l'intelligence artificielle ne tuera pas. Non, c'est impossible. Donc l'intelligence artificielle ne pourra jamais cuire une soupe, par exemple, ou faire une saucisse pour rester dans mon métier, ou faire un éclair. Donc le côté odeur, toucher le produit, il n'y a aucune machine qui sait le faire. On aura toujours besoin du côté humain. C'est ça la valeur des artisans. Ou faire du carrelage. Elle peut peut-être calculer comment qu'il faut le poser, mais voir est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est de niveau, tout ça c'est plus compliqué. Il faut... Ou le carrelage là, je le pose pas parce qu'il est trop fin, il casse trop souvent. Bon, on peut voir X raisons dans tous les métiers. Et tu as raison qu'aujourd'hui, l'artisanat, malheureusement, n'est plus reconnu à la juste valeur. Et il faut qu'on intervienne. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y aurait plus d'artisans qui soient involvés dans la formation. Donc, des patrons qui ont du vécu, qui ont peut-être 55, 57 ou 60 ans, qui ont peut-être plus de vivre le stress d'une société, d'une entreprise, qui travaillent plus qu'à mi-temps, et d'un autre côté, ils travaillent quelques heures, ils donnent des cours dans un lycée, et ils transmettent leur vécu, leur expérience et leur savoir-faire. On revient sur le thème de la transmission. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Je vois sur les... Tu as les réseaux sociaux où on propose, via un coach, de gagner des millions, en gros, sans rien faire ou sans apporter de vraies valeurs. Dans les écoles, moi, j'ai une fille qui va partir aux études supérieures et qui est en train de, encore aujourd'hui, chercher sa voie parce qu'il y a plein de propositions, mais on ne propose pas d'artisanat. Pas du tout. En fait, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais on propose de l'artisanat aux jeunes qui sont en déficit scolaire. Donc on va les orienter sur de l'artisanat comme un second choix, sauf des gens comme toi qui arrivent dans l'artisanat par passion et par transmission familiale. Mais un jeune aujourd'hui, je sais pas, je discutais bêtement avec ma coiffeuse dernièrement, elle est arrivée dans le métier par passion. C'est les exceptions aujourd'hui. Oui, je crois. C'est les exceptions. Et c'est certainement une des raisons, c'est parce que les gens qui orientent les jeunes méconnaissent le métier de l'artisanat et toutes les valeurs qu'il y a. Il y a aussi le côté administratif chez nous, il y a le côté organisationnel chez nous, il y a le côté de calcul, de faire des devis. Donc ou des dessinateurs, ou ceux qui aujourd'hui des drones pour survoler des chantiers, ou faire du 3D pour faire de l'architecture intérieure, etc. Donc c'est très varié. Il faut aussi
des compétences dans ces métiers, des gens qui ont vraiment un minimum d'intelligence pour faire des projets et développer. Et ça, c'est méconnu, malheureusement. C'est toujours réduit juste le vrai travail manuel. Mais oui, il y a le côté manuel. Mais à côté de ça, aujourd'hui, un bon artisan, tu es obligé d'avoir un bon bagage d'apprentissage pour ce qui est le côté administratif, surtout. Hein. Ouais. La Fédération des artisans, elle a un rôle à jouer dans l'éducation vers les jeunes. Bien sûr, à la Fédération des artisans, tu cotises une carte du membre, c'est une cotisation volontaire, une adhésion volontaire. Et après, il y a des conseillers dédiés aux différents métiers. Et tu as aussi le soutien juridique pour des questions de bail, pour des questions de personnel, pour toute question d'étiquetage. Par exemple, chez nous, tu as le côté aussi assistance conseil, tu as le côté formation à la Fédération des artisans. Je suis très fier de ça. On a à Bettembourg les centres de compétences où on prend des gens pour les former continuellement, notamment maintenant dans la transition énergétique. Donc les nouvelles technologies, pompes à chaleur, photovoltaïque et autres, meilleure isolation, utiliser les matières premières pour les optimiser, leur valeur, de sorte à avoir moins, parce qu'un mur peut être en 2 cm en moins, et il peut être aussi performant, mais il coûte moins cher, et on a besoin de X% de béton en moins, et d'énergie pour produire ça. Donc, ça c'est aussi le côté artisan fédération. En fait, on accompagne au quotidien les artisans. Après, c'est aussi pour création d'entreprises, un peu les diriger vers les bonnes administrations, dans l'expansion, dans toutes sortes d'opérations. On est là pour nos membres. Et la transmission, on parlait tout à l'heure de transmission d'entreprise. Est-ce que des jeunes qui arrivent sur le marché de l'artisanat avec une formation, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises qui sont à remettre et qui ne trouvent pas acquéreur parce que justement il faut un savoir-faire ou ce genre de choses. Ça existe sur le marché? Oui, il y a eu des tentatives et il y a des trucs qui existent, mais un peu la transmission d'entreprise, j'ose comparer ça un peu avec la mort d'une personne. C'est aussi, chacun, ça arrive une fois dans la vie, mais tout le monde repousse ce dossier au maximum, et souvent c'est trop tard et le dossier reste intraité pour la personne qui le concerne. Et la transmission d'entreprise, c'est un peu la même chose. Souvent les artisans ne s'en occupent pas en temps et en heure, parce que une transmission d'entreprise, ça ne se prépare pas en 6 semaines. Donc il faut s'encadrer par un juriste, il faut s'encadrer par un fiscaliste ou un comptable adéquat, il faut les bons documents, il faut trouver une banque qui porte le projet, il faut trouver un repreneur. Donc il y a beaucoup de facteurs et c'est assez, de longue haleine, j'ose dire, ce projet. Bon, maintenant, les banques luxembourgeoises de la place ont découvert ou reconnu que c'était un sujet, et beaucoup de banques aujourd'hui proposent déjà ce service. Et nous, on essaye aussi d'accompagner, donc que ce soit les banques, c'est surtout pour une transmission de père au fils ou de père en fille ou de mère en fils, donc dans la famille même. Mais notre rôle dans l'artisanat, dans la fédération, c'est de trouver aussi des gens qui ne sont pas de la famille, qui ont peut-être la compétence pour pouvoir reprendre quelque chose, et qui ont peut-être travaillé 10 ans chez l'État ou 20 ans chez l'État, et qui se disent je veux encore changer quelque chose dans ma vie, je prends totalement une autre direction. Et il faut trouver ces personnes qui ont cette envie de le faire et les mettre en rapport avec une personne qui a envie de transmettre son entreprise. Et gérer tout l'émotionnel qui va avec. Voilà. Tu parlais justement de transmission d'entreprise. C'est un des enjeux, la transmission familiale. C'est bien placé dans le fait que tu reprennes l'entreprise familiale. C'est toujours compliqué. Des dossiers qui sont complexes à gérer. La partie émotion dans tout ça, parce que j'imagine quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans ou 50 ans dans son entreprise, c'est quelqu'un qui, comme tu dis, repousse le dossier, mais il y a aussi toute la partie émotion. Et en fait, c'est clôturer le chapitre de sa vie pour le transmettre à quelqu'un.
Il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a des psychologues qui aident dans ce genre de transmission Oui, là, certainement, le côté émotionnel et sentimental a une grande partie dans le côté de transmettre une société. Et je pense là, pour minimiser, je dirais, ce côté-là, il faut s'entourer des gens qui viennent d'en dehors, qui ont du recul par rapport à la famille, qui ont du recul par rapport à la société, et qui l'analysent d'une manière plus objective, et qui voient les choses en face comme elles sont. Ouais. Et alors, il faut qu'ils aient une certaine... Factuellement. Ouais. On parle sur des faits, et parfois il faut freiner des gens. Écoutez, on n'est pas là pour... il faut oublier le passé, il faut rester serein, il faut avoir un esprit, état d'esprit open mind pour trouver des solutions. Et là, c'est important d'avoir des gens qui sont en dehors de la société pour assurer une société, de se faire encadrer et guider par des personnes. Il y a des personnes qui existent, qui ont cette compétence, ce savoir-faire, parce que c'est quand même un exercice qui se fait de manière régulière et continuellement. Dans 100 ans, il y aura toujours des transmissions d'entreprises qui vont se faire. Tu as quand même le rôle numéro 1 à la Fédération des artisans. C'est quoi la chose dont tu es la plus fier, dont tu es le plus fier? Le plus fier, je pense, c'est que aujourd'hui, on a trouvé, avec la politique actuelle, le gouvernement actuel, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute. Parce que on a su trouver des personnes et les bons discours pour mettre sur table nos doléances, pour mettre sur table ce qu'on a besoin pour que la société, on parle toujours, l'artisanat, c'est une pièce maîtresse de l'économie nationale, mais à part de l'entendre dans beaucoup de discours politiques, sur le terrain, on a souvent eu l'impression de ne pas avoir été suivi, à part d'être écouté. Et là, maintenant, on a le sentiment quand même, où je suis profondément convaincu qu'on est entendu, notamment dans la crise du logement, où ce qu'on travaille maintenant ensemble. Donc, l'État aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui, nous écoute et essaye de nous donner les solutions dans la limite, bien entendu, de leurs possibilités. Et il donne, donc, de notre côté, on met à disposition les meilleures compétences de l'artisanat, ensemble avec les meilleures compétences du côté dans les administrations, pour trouver des solutions pour sortir, par exemple, de cette crise de logement, de cette crise de construction. Et c'est comme ça, il faut travailler ensemble. Ça ne sert à rien de travailler un contre l'autre. Et ça, je suis fier qu'on est arrivé à construire un accord commun, si tu veux, une entente. Parce qu'on peut tout se dire, il y a la manière de le dire, mais on peut tout se dire. Et chacun a le droit de dire ce qu'il veut et déterminer ce qu'il veut dire. Avant qu'il soit entrecoupé, mais non, ça ne va pas ce que tu dis. Non, et après on analyse et on essaie de trouver les solutions. Et ça, j'en suis fier, oui. Après, on a aussi ce centre de compétences à Bétambourg, où aujourd'hui, c'est une structure qui est quand même énorme. Ils ont fait, en quelques années, des dizaines de milliers de personnes qui passaient là-dedans pour avoir des compétences dans la transmission d'énergie, la photovoltaïque, les chaleurs à pompe, mais aussi pour construire un mur droit, comment mettre du carrelage. Dans le futur, ça sera plus complexe de trouver des artisans complets comme on les a formés dans le temps. Ouais, trouver aussi de la main-d'œuvre, des gens qui ont encore envie de faire les choses. Aujourd'hui, on trouvera des personnes et on va les former, faire des spécialistes pour faire 3-4 produits. Je parle chez le boucher pour faire des cordons bleus, des roulades, trancher des steaks, et ça sera le grand spécialiste et il fera que ça. Mais avoir quelqu'un qui sait faire de la vente, de la production, de l'administration, ça sera beaucoup plus compliqué, je pense. Comment tu vois l'avenir dans l'artisanat, justement? Est-ce qu'il y a une perte de la connaissance tu prédis une perte de la connaissance dans les différents métiers? Il y aura malheureusement des métiers qui vont se perdre, je pense. Mais aussi, on aura un changement dans les structures de l'artisanat.
je vois plutôt qu'on aura de nouveau beaucoup plus de petites structures, donc de 10 à 15 personnes, et puis des très grandes structures à partir de 200 personnes. Il sera compliqué pour, à mon avis, les structures entre 50 et 150 personnes. Les moyennes entreprises, ça sera très compliqué. Rien que pour trouver des terrains, la gestion de personnel, les frais sont quand même énormes, mais alors le coût à l'unité devient trop important. Ouais, je vois. Le savoir-faire restera toujours... Ouais. Par rapport à ça, tu sais qu'on a transformé le business model de Yellow. Donc l'idée, c'est de devenir la voix des entrepreneurs, des artisans, des commerçants. Tu trouves qu'ils sont assez entendus? Non, je suis très enchanté de ton initiative parce que, bon, on connaît, je ne vais pas faire maintenant de la réclame ici Non, pour c'est un pas le but. confrère. La Paypa-Jam est connue dans le monde de la finance, dans le monde de la grande industrie et aussi dans le monde des administrations. Mais on ne retrouve pas là-dedans les petites et les moyennes entreprises. C'est pour ça que je suis très enchanté de ton initiative, de vouloir donner une plateforme d'écoute à ces petites et moyennes entreprises. Et c'est que l'union qui fait la force. Donc, plus que des petites et moyennes entreprises s'y retrouveront, s'échangeront et utiliseront cette plateforme, plus elle sera reconnue dehors, chez le public, chez les consommateurs, chez les clients. Ouais. Moi, pour le faire écouter, quoi. Je pense que l'artisanat et les commerçants locaux, c'est un métier d'avenir. Je pense que l'humanité se perd un peu dans la mondialisation, dans toutes les choses, et je crois qu'on a besoin de revenir à l'humain, et ça va être encore plus avec les années qui arrivent, et je crois qu'on a besoin d'avoir un artisan de confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. On a l'impression d'avoir, par rapport à la mondialisation, plus son mot à dire, alors qu'avec l'artisanat, on a encore le droit de choisir son artisan, ses produits, ses services. Et en échange, il y a une forme de respect. Enfin, je vois, on a aussi dans le groupe une société de construction. Il y a une forme de respect à la fois entre l'artisan et le client final. Et le client final peut s'exprimer et il peut encore avoir droit à de la satisfaction. C'est quelque chose qui se perd, la satisfaction. Et tu parlais tout à l'heure de ton client, et c'est une anecdote que j'aime beaucoup, qui vient et qui parle du rôti ou du roast beef qu'il a eu, et il a passé un bon moment. Malheureusement, on n'est pas dans une saison de barbecue parce que la météo ne m'en parle pas. Je sais, ça aussi, c'est la météo, la conjoncture, enfin, c'est quelque chose de compliqué. En quoi est-ce que la fédération des artisans luxembourgeois peut aider l'artisan? Parce que je ne sais pas si tout le monde utilise la fédération des artisans en tant qu'artisan. Je ne sais pas si tout le monde, si elle a un grand porte-voix. Bon, on a 3000 membres quand même. Il y a 8000 sociétés artisanales, si tu veux. Et on a 3000 membres dans nos structures, qui n'est quand même pas des moindres, parce qu'il y a quand même des très grandes sociétés au niveau artisan, notamment dans la construction, mais aussi dans le nettoyage, par exemple, ou en boulangerie, parce qu'il y a des grandes structures, ou même en grossiste, en production, qui sont avec nous. J'adhère totalement à tes mots que tu viens d'énoncer pour comment l'artisan sera revalorisé dans le futur. C'est un profond souhait et aussi une conviction que ça arrivera à nouveau de voir l'artisan à juste valeur. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont réussi. Par exemple, tu vas en Suisse, tu vas en Allemagne. Si tu es artisan, tu as brevet de maîtrise, tu es au même pied d'égalité, de reconnaissance que le médecin du village ou que l'avocat du village, donc que les académiciens. Et ça, c'est bien. Tu es un maître artisan. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça a des grandes valeurs. Et dans d'autres pays, ils ont réussi à avoir cette vue. Donc c'est que c'est pas impossible. Et il faut juste trouver les bons moyens pour y réussir. Oui, l'artisanat, aujourd'hui, on est beaucoup de gens, de nos membres ou autres qui ne sont pas membres, croient que oui, mais qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Ils ne voient pas directement tous les échanges qu'on a avec les administrations, avec les ministères, avec les ministres, avec les syndicats.
à tous les niveaux. Donc, on doit donner des avis sur des projets de règlement, sur des lois, etc. Donc ça, c'est tout du travail qu'on ne voit pas, qui se passe, si tu veux, derrière une façade, mais qui est essentiel. Parce que si on ne serait pas là, moi je dis toujours à mes membres, imaginez-vous, il n'y avait pas la Fédération des artisans, on aurait eu encore plus de directives et de l'administratif à faire, parce que nous, on ne fait que freiner. Bon, maintenant, on a réussi la simplification administrative, c'est quand même très important. Et quand un ministre de l'économie, Lex Telles, qui dit son objectif est de réduire de 25% la simplification administrative. C'est énorme. 25%, c'est plus d'un jour de travail par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Surtout quand on sait que l'administratif, souvent l'artisanat, c'est ce qui fait le côté défaut. le plus dur, parce que souvent on se met à l'administratif quand on a travaillé manuellement toute la journée. Donc quelqu'un dans un bureau, quand il s'arrête, l'artisan il a déjà travaillé 8 ou 10 heures de sa journée, et là seulement il commence à s'occuper de la paperasserie. Ouais. Et quand tu es déjà fatigué au bout de 10 heures, c'est contraignant, c'est fatigant, c'est ennuyant, pour pas dire d'autres mots. Tu peux le dire. Hein. Voilà, on en a marre tout simplement. Ouais. Et tu dois toujours donner les mêmes documents. Et il faut vraiment trouver une simplification administrative pour soulager que l'artisan s'occupe de son métier. L'artisan doit s'occuper de son métier. Ouais, c'est ce que j'ai pas compris au début de ma carrière professionnelle. Quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'ai engagé des gens pour faire le même métier que moi. Alors ce que j'aurais dû engager, c'était un ou une assistante administrative et comptable, tu vois, pour faire toutes ces choses-là. Le temps passe, donc quel conseil tu donnerais aux jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer dans l'artisanat aujourd'hui ? Parce que tout détourne les jeunes de l'artisanat. Tout ce que je vois, moi, toutes les lectures que je peux avoir, ou les vidéos et les réseaux sociaux modernes, détournent les jeunes de l'artisanat. Enfin, je parle de l'artisanat, les métiers spécifiques. Hein. Il y a plein de formes d'artisanat qui sont assez tendances sur TikTok et ce genre de choses, mais des métiers très spécifiques. Les jeunes ne se tournent pas vers ce genre de métiers. Ce n'est pas des métiers sexy. Oui, publiquement, ce n'est pas des métiers sexy, mais la réalité est tout autre. En fait, c'est des métiers à grande passion, à grande valeur. Et je pense à un jeune qui a envie de faire quelque chose. Il ne faut qu'il baisse jamais les bras et le but d'arriver à vouloir faire ce qu'il a envie de faire. Parce que si tu as envie de faire quelque chose, tu te combats jusqu'au bout, tu as une conviction et tu as la passion de le faire pour aller jusqu'au bout. Rien n'est facile de la vie, mais si tu as vraiment l'envie de le faire, il faut le faire. Et je pense qu'il est important aussi, c'est d'aller voir, avant de le faire, de choisir son métier, d'aller voir des stages découvertes, d'aller demander à un artisan, tu veux pas m'ouvrir la porte pendant 1 ou 2 semaines, pendant mes vacances, pour que je puisse regarder qu'est-ce que tu fais, comment que c'est, pour que je rends réellement compte. Et une fois qu'on est installé aussi, il faut s'échanger avec les confrères. Ouais. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, si je regarde dans le temps, à l'époque de mon grand-père et même de mon père, que les confrères se parlaient entre eux, c'était rarissime, hein, parce que c'était mal cru, c'était mal... On le prenait mal, ce qu'il me dit... C'était des concurrents qui se bataillaient. Voilà. Non, aujourd'hui, il y a assez de place pour tous les artisans qu'il y a, il faut se parler entre eux. Mais un jeune qui a vraiment l'envie de le faire, qu'il aille voir la Chambre des métiers, qu'il aille voir la Fédération des artisans, qu'il demande, j'ai envie de faire ça, et on leur mettra en rapport avec un patron qui sera disponible pour lui montrer le métier. Il faut qu'on ouvre. Si on veut avoir des jeunes dans nos métiers, nous les patrons, on doit aussi donner la possibilité aux jeunes de voir et de montrer ce qu'on fait. Ouais, ça, c'est important aussi. Et de les prendre par la main. Et là, on le voit, tu es apte, tu es pas apte, ou peut-être plutôt un autre métier. Découvrir une passion pendant ces expériences-là, ouais. Je dis, peut-être la pâtisserie, c'est pas ton truc, mais tu fais la boulangerie, qui est pas la même chose, tout en étant quand même un métier dans la boulangerie-pâtisserie.
Donc, il y en a d'autres. Je crois qu'il faut pouvoir essayer, Il justement. faut pouvoir essayer, tenter. Il faut aller au but de ce qu'on a envie de faire. Ouais. Tu as un conseil à donner aux patrons d'entreprise aujourd'hui? Je ne sais pas si on entend au micro, mais à l'extérieur, il y a de l'orage. Un peu, oui. Et on traverse des périodes orageuses. Hein. C'est compliqué pour beaucoup, peut-être pas pour tous, mais c'est compliqué. Le monde de la construction, c'est compliqué. Le monde de la bouche, tu l'as dit tout à l'heure, l'augmentation de l'énergie, du coût de l'énergie, les index de personnel. Quel conseil, en ton rôle, le président de la Fédération des artisans, tu donnerais aux patrons pour garder l'espoir? Alors, pour rester dans tes premiers mots que tu as dit, après l'orage, il y aura à nouveau le soleil. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Parfois, l'orage dure plus longtemps, mais le soleil viendra toujours après un orage. Donc, oui, on est aujourd'hui dans des moments plus délicats et plus difficiles, mais c'est pour tout le monde. C'est pas... Le patron tout seul n'est pas responsable de cette situation. Et en fait, personne n'est responsable de la situation qu'on est. En tout cas, pas l'artisanat luxembourgeois a déclenché la guerre en Ukraine, par exemple. Et pas l'artisanat luxembourgeois a déclenché le Covid. Mais on le subit tous. C'est ça. Voilà. Donc, déjà, il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Hein. Et il faut se dire, après ça, il y aura des moments plus gais, il y aura des meilleurs moments où on va de nouveau sortir la tête plus haute de l'eau. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais il ne faut pas perdre l'espoir. Et quand ça ne va pas, qu'ils viennent chez nous, à la Fédération des artisans. On fait des after-work. On s'échange. Voilà. Je savais pas. On fait des échanges. Et c'est justement là où l'électricien peut rencontrer un coiffeur. Et d'une certaine manière, ils ont les mêmes problèmes. Et ils peuvent s'échanger. Ouais. Et comment toi, tu as vu ça. Et comment toi, tu as solutionné. Donc, il y a d'autres personnes qui subissent le même sort. Ouais, ça aide. Et ça aide d'avoir d'autres points de vue et de s'échanger. Mais il faut garder l'espoir. On parlait tout à l'heure d'échanges, un peu de mentors, ce genre de choses. Tu vois, on peut considérer ça un peu comme des mini-masterminds. Les masterminds sont des endroits où on échange la connaissance pour justement avoir plus d'ouverture d'esprit. Donc, ces after-work où tu peux en faire la promotion ici, pour que les gens viennent échanger. On a 4-5 par an où les membres de la fédération ou les non-membres peuvent aussi venir pour voir comment que ça se passe, qui est là, et prendre un peu les gens par la main. Donc un artisan peut volontairement emmener un ou une autre connaissance qui hésite peut-être de venir. Donc ils sont les bienvenus et c'est des moments conviviaux et des moments qui peuvent apporter quand même un côté humain d'être écouté par quelqu'un ou d'entendre qu'un autre qui vit la même chose. Et après, dans l'artisanat, il faut quand même dire l'artisanat a toujours été résilient à toutes les crises. Je pense à notre société familiale. On existe depuis 1918, Première Guerre mondiale. Ouais. On a survécu. 45, Deuxième Guerre mondiale, on a survécu. On a connu la crise du pétrole, on a cru la guerre en Iran, en Irak, on a survécu la vache folle, la peste porcine, le Covid. Il faut être résilient, il faut se battre. C'est pas toujours évident de se lever le matin, mais on est là aussi pour le personnel, le côté humain, et on est là pour nos clients aussi. Il faut pas perdre ça aussi de vue. Et à long terme, les bons produits, la qualité va toujours, et un bon service saura toujours à être résilient et à résister sur un marché compliqué. C'est marrant parce que c'était justement la dernière question que j'allais te poser. Je n'ai pas dû te la poser, tu l'as exprimée. Pour terminer, parce que je voulais en fait revenir à l'entrepreneur en fin de podcast et tu es revenu dessus. Est-ce que tu aurais un mantra? Tu vois ce que c'est un mantra, donc une phrase que tu te répètes dans la tête tout le temps pour continuer à croire justement par rapport à la résilience, ce qui te drive au quotidien?
Ce qui me drive au quotidien, c'est surtout la passion. Donc, j'ai toujours cette envie de m'adapter, de me battre, de trouver des solutions, de se relever. Parce que, comme partout, il faut encaisser des leçons. Mais c'est pour se relever plus fort. Ouais. Et de tirer les bonnes leçons. Et avoir un réseau, c'est important aussi. Un réseau où les moments que ça va pas, que tu peux téléphoner à un copain, à un confrère, ça va pas, tu veux pas venir boire une bière avec moi, tu veux pas t'échanger. Il y a beaucoup de trucs, mais c'est surtout de garder la niaque. Il faut garder la niaque, de se battre. C'est totalement ça. Et quand ça va moins bien, t'as tes amis, t'as ton réseau et donc et t'as de la bière. De la bière. Oui, la bière et du jambon. Tu fais toujours de la bière. Oui, on fait toujours de la bière et du jambon, bien entendu. Les bons produits, ça va toujours exister. Mais un bon produit, un bon manger, un bon repas, c'est toujours bon pour le moral, ça c'est certain. Mais c'est important. C'est important d'avoir un réseau. Et ça, souvent, quand j'étais jeune, on me disait toujours il fallait avoir un beau carnet de cartes de visite. Et c'est vraiment important. C'était une autre époque, on avait des carnets de cartes de visite. Voilà, mais bon, à l'époque, on disait ça, il faut avoir un beau carnet de cartes de visite. Et je les ai tous gardés. Mes cartes de visite, c'est des beaux souvenirs. Et là-dessus, je veux dire qu'aujourd'hui, le réseau, donc venir dans une fédération des artisans et s'échanger avec d'autres patrons. Et je pense que ça peut être une grande opportunité aussi pour Yellow de créer une plateforme où ce que les patrons, peu importe quel artisanat ou de quel métier qu'ils sont, mais qu'ils se rencontrent, qu'ils s'échangent. C'est l'idée de... Ça peut apporter beaucoup de choses. De contribuer à l'économie luxembourgeoise, c'est l'objectif de Yellow. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, des confrères de boucher qui étaient 20-30 ans plus âgés que moi. J'ai dit, écoute, ça va pas et tout, explique-moi. Il m'a dit, écoute... T'inquiète, hein, on est tous passés par là. Hein, moi, j'ai fait comme ça peut peut-être aider. Donc, les bons conseils sont quand même indispensables aussi. J'ai eu un jour un entrepreneur qui m'a dit par temps de tempête, il faut savoir baisser les voiles. Enfin voilà, on va clôturer sur ça. Je te remercie d'être venu et je trouve que c'est très bien que ce soit un artisan, un vrai artisan qui soit président de la Fédération des artisans parce que ça donne encore plus de crédit à ta mission. Merci d'avoir accepté d'être venu pour le premier podcast de Yellow. Avec grand plaisir. Et on espère qu'il y en aura d'autres et en nombre. À la prochaine alors. Merci Luc, à la prochaine. Ciao David, ciao.